Bien, donc on va aller mettre un calque de réglage pour modifier le personnage central. Donc je clique sur le calque du personnage central et je vais aller mettre un calque de réglage de type courbe. En fait, avec le réglage de type courbe, on peut faire tout, régler le contraste, la luminosité et aussi la couleur, mais dans le cas de cette image, ça ne nous servira pas beaucoup de régler la couleur. Juste pour coloriser l'image grise, globalement peut-être, mais... alors allons-y, vous avez cliqué sur le calque du personnage central, on va aller mettre un nouveau calque de réglage de type courbe. Si vous voulez, directement dans la boîte ici, vous pouvez cocher l'option, comme ça il sera directement écrété. Il va directement n'agir que sur le personnage. Et donc je clique sur OK, et le calque de réglage arrive et il est directement écrété. Je n'ai pas besoin d'enfoncer la touche Alt entre sa vignette et le calque d'en dessous. Il n'agira que sur le calque d'en dessous, le calque qui est à la base ici. Bien. Donc je vais essayer de tenter de régler la luminosité et le contraste de ce personnage. Donc 2 points. 2 points et je règle. Donc on imagine que ces 3 personnages sont quand même centraux dans l'histoire et je fais donc un réglage personnalisé pour ces 3 personnages-là que j'ai spécifiquement détourés. D'accord? Donc c'est juste un exemple, après vous utilisez toutes les techniques qu'on voit, vous les combinez pour vos propres travaux bien entendu. Bon, le résultat est quand même assez intéressant. Bien. Les autres personnages, même chose. Je vais devoir utiliser leur mettre un calque de réglage qui n'agit que sur eux. Alors, à ce stade-ci, ce serait peut-être intéressant pour que la palette des calques soit facile à utiliser. Coloriser les calques, en fait. Donc, coloriser les calques de manière à ce que je m'y retrouve mieux dans la palette des calques. Par exemple, je peux cliquer sur celui-ci, le calque de réglage que je viens de mettre là juste avant. Avec la touche majuscule, je clique sur l'autre et je vais faire un clic droit. Et en dessous, j'ai la possibilité de leur donner une couleur aux vignettes, en fait. Je donne une couleur aux vignettes. Voilà. Je peux faire la même chose pour cette vignette de l'autre personnage de gauche, une autre couleur. Le personnage de droite, une autre couleur. Voilà. Ça, c'est une manière de voir plus facilement que le calque de réglage là, il est lié, en quelque sorte, il agit sur le calque d'en dessous, pas sur un autre. On colorise les vignettes, c'est possible. Bien sûr, il y a d'autres manières d'organiser la palette des calques. Il y a aussi également les groupes que nous allons utiliser à un certain moment. Les groupes de calques. Voilà, donc tu poses une question, est-ce qu'il est possible d'utiliser un raccourci clavier pour amener le calque de réglage de type courbe? Et donc, quand on va dans le menu calque, nouveau calque de réglage courbe, on voit qu'en face, il n'y a pas de raccourci clavier. Il y avait aussi une autre commande qu'on a pas mal utilisée et il n'y avait pas de raccourci clavier. C'était laquelle? Oui, c'était niveau, mais il me semblait qu'il y en avait encore d'autres. Bon, c'est pas grave, mais écoutez, on va voir comment faire un raccourci clavier pour ajouter un calque de réglage de type courbe. Bon, ça pourrait se faire par un script aussi, mais les scripts, on n'a pas encore vu. Les scripts, ça peut être tout à fait simple. Ça peut être une commande de script qui ajoute un calque. Nous verrons ça en temps voulu. Alors, on va aller éditer les raccourcis. Oui, c'était ça ici, dans calque nouveau. Non, c'était pas ça. C'était pas calque par copier. Oh, il y avait quelque chose qu'on avait fait et il n'y avait pas de raccourci clavier. Ok, on va le faire pour le nouveau calque de réglage de type courbe. Alors, vous allez dans le menu édition. Raccourci clavier. Voilà, pour l'instant nous sommes dans les raccourcis par défaut, donc standard de Photoshop. Ils sont les mêmes chez tout le monde. Ok, menu. Si on fait un raccourci qui est bien fluide. Bien sûr, si on fait un raccourci, on attribue à la fonction un raccourci qui existe déjà, il va le dire. Ouais.
Bien. Donc dans la partie raccourci clavier, je vais dans les raccourcis pour les menus de l'application, hein, puisque c'est dans le menu du haut calque. Ce n'est pas les menus des palettes, ni les outils. OK. Donc menu de l'application, quel est le menu? C'est le menu calque. Donc je vais déployer ici le menu calque. Et dans le menu calque, je devrais avoir la fonction nouveau calque de réglage. Voilà, on arrive au nouveau calque de réglage à un certain moment. Et on a le calque de réglage de type courbe. Voilà. Oui, il y en a beaucoup qui sont déjà pris. Et en plus, il faut faire attention qu'ils ne soient pas déjà pris aussi par d'autres applications qui tournent en parallèle, notamment le système d'exploitation. Donc ce n'est pas si facile que ça. Alors essayons un peu ici. CTRL M déjà utilisé, CTRL Alt M, ok. Tous les contrôles et contrôles là, ça fait. Contrôle main, contrôle main, plus c'est possible. Oui, mais oui. Ils sont quasiment tous utilisés, en effet. CTRL majuscule Q, oui. Mais c'est quand même bizarre. Oui, évidemment. Ça me demande si je veux quitter. Voilà, je me doutais bien, ça correspond déjà à quelque chose ici. Q comme quitter. Bon. Eh bien, il faut trouver un raccourci qui n'est pas utilisé. En utilisant les touches de fonction, une, deux ou trois touches de fonction. Donc sur le Mac, ce sera commande Alt ou majuscule. Sur le PC, ce sera CTRL Alt ou majuscule. Et en plus, il faut utiliser une lettre. Donc, et malheureusement, il n'y a pas de suggestion. C'est ça que je trouve un peu foireux ici. Il devrait quand même suggérer un raccourci inutilisé dans Photoshop, en fait. Hein. Sont tous utilisés vraiment. Ah non, voilà que j'ai trouvé finalement moi. Alt majuscule et CTRL G. On n'a que deux mains. Eh oui. CTRL majuscule, clic droit, il fait monter vers le haut et tu fais une pirouette. Eh oui, mais c'est logique. Hein. Il y a déjà plein de fonctions qui ont un raccourci attribué. Majuscule F9. Majuscule F9, oui, c'est vrai qu'on peut utiliser touche de fonction aussi. Voilà, donc ça marche. Peut être attribué à des opérations qui remplaceront cette commande. Oui, voilà. Bon, il y en avait peut-être d'autres qui apparaissaient, mais j'ai pas bien fait attention en fait. Est déjà utilisé, oui. Donc majuscule F9. Allons-y pour majuscule F9 éventuellement. Voilà, majuscule F9 peut être attribué à des opérations qui remplaceront cette commande. Donc voilà. On va cliquer sur accepter. Et voilà, donc normalement maintenant, quand on sera de retour dans l'interface de Photoshop, majuscule F9 ajoutera un calque de réglage de type courbe. Alors je me souviens de la fonctionnalité pour laquelle on voulait un raccourci, c'était dilater la sélection. Ça vous rappelle quelque chose ça, hein? Alors si je vais dans menu sélection plus bas, tant qu'on y est, faisons-le. Voilà, menu sélection, il est tout en bas en fait. Menu sélection, modifier, dilater. Voilà. Bon, ben essayons dans la même veine, pourquoi pas. Majuscule F10, ok c'est bon. Et contracter, donc l'inverse, majuscule F11. Ok. Donc tous ces raccourcis que vous êtes en train de personnaliser, bien entendu, si vous allez sur un autre Photoshop, vous n'allez pas les retrouver, sauf si vous avez une licence Creative Cloud, parce que désormais, c'est centralisé dans le cloud. Donc vous passez d'un ordinateur à l'autre, vous retrouvez vos raccourcis clavier sans devoir les transporter comme on devait faire avant sur une clé USB, le petit fichier des raccourcis clavier. Maintenant, c'est centralisé dans le cloud. Ok, et à ce moment-là, ah ben il ne m'a rien dit, en fait, il devait normalement me dire qu'il a modifié, tiens.
Il ne m'a pas proposé de faire mon propre jeu de raccourcis clavier personnalisé. Et chez vous non plus? Non, on ne lâche pas. Ça ne Non, marche chez pas. nous, les raccourcis Mac et PC, c'est pas pareil. Donc moi j'ai fait CTRL, Maj, Alt, F10, F11. Et vu que les trois sont le même truc, c'est vraiment génial. Ok, donc quand vous cliquez sur un calque et que vous faites majuscule F9, ben si, il propose, hein, chez moi. Et chez vous, ça ne marche pas? Les raccourcis c'est pas pareil, donc c'est F10, vous c'est libre. Moi, Q c'était libre, vous c'était pas libre. Et pareil, c'est bon en fait. Donc apparemment, ça marche chez moi, le raccourci. Si j'ai une sélection active sur l'image, voilà, par exemple une sélection ici, et que je demande donc majuscule F10, c'est la boîte pour dilater qui arrive en effet, et je peux dilater. Si c'est majuscule F11, c'est la boîte pour contracter, et je peux contracter. Donc voilà la personnalisation des raccourcis clavier. Voilà, c'est quelque chose dont on devait parler à un certain moment, et bien voilà, c'est l'occasion, puisque tu as demandé s'il y avait un raccourci clavier pour créer un calque de réglage. Je clique sur le calque sur lequel je veux mettre un calque de réglage, et dans ce cas-ci, donc mon raccourci majuscule F9 fonctionne. Alors, il n'est pas interdit sur les claviers de mettre des petites étiquettes pour se souvenir de sa configuration qu'on a créée, hein, de son raccourci personnel, hein, ou son petit copion sur le côté avec sa liste des raccourcis clavier personnalisés. Ok. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est qu'il ne m'a pas demandé de créer un nouveau jeu de raccourcis clavier. Oui, j'aurais pu créer un ensemble d'après l'ensemble des raccourcis clavier de départ. Là, les modifications que j'ai faites, il les a faites pour tout. Bon, ça, c'est une nouveauté de CC, en fait. Ok. Alors, il me faut deux autres calques de réglage pour les deux autres personnages, mais je vais peut-être prendre celui-ci et le dupliquer avec la touche Alt. On sait que si on prend un calque de réglage, un calque, n'importe quel calque avec la touche Alt, ça le duplique. Voilà. Et celui-ci aussi. Voilà. Et j'écrète avec la touche Alt, cette fois-ci, pas sur le calque, mais entre les deux. Donc c'est vite fait. Donc avec la touche Alt, j'ai déplacé celui-là ici, puis celui-là ici, toujours avec la touche Alt. Puis avec la touche Alt, j'ai écrété en cliquant entre les deux vignettes. Ici, ici et là. Et donc, j'ai des calques de réglage qui vont me permettre de modifier. Déjà, il modifie, hein, puisque c'est une copie d'un calque qui avait déjà une courbe dedans. Et je vais pouvoir ajuster éventuellement. Voilà. Ok. Ici, celui-là, c'est pour ce personnage-là, bien sûr. Voilà, parfait. Bien. Donc voilà, je suis passé de ceci à ça. Vous voyez qu'on peut faire un clic et glisser sur les yeux pour les désactiver. Je pourrais faire une composition de calque, mais on peut faire un clic et glisser sur les yeux pour les désactiver. Et les activer aussi. Voilà. Et on voit l'avant-après. Alors, au niveau des couleurs, c'est pas bon. Hein. Ce calque de réglage ici doit être vert. Voilà. Celui-ci doit être bleu. Bah oui, si j'ai mis des couleurs, c'est pour m'en sortir visuellement, pour voir directement la configuration. Et voilà, je donne au calque de réglage qui modifie un calque la même couleur que le calque. Chaque fois. Bien.
je continue. Alors je vais essayer de tenter de régler la netteté sur ces personnages. Tenter de régler la netteté, et donc je vais devoir convertir, si je veux un filtre de netteté modifiable, je dois absolument l'appliquer sur un objet dynamique. Donc les calques des personnages, je vais les convertir en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà, sur les trois. On ne les fait pas tous les trois d'un coup parce que ça mettrait les trois calques dans le même objet dynamique. Je les fais l'un à la suite de l'autre. Donc on voit, j'ai les icônes. Ah oui, vous avez remarqué qu'entre temps, depuis tout à l'heure, j'ai réduit la taille des icônes pour avoir une vue d'ensemble sur le montage. Parce que tout à l'heure, j'étais avec des grandes icônes et ça ne me donne pas la possibilité de voir tout le montage et ça peut être ennuyeux. Donc je vous invite aussi à aller dans le menu de la palette des calques, options de panneau, et demander pour avoir des icônes plus petites en fait. Voilà. Bien. Donc pour répondre à ta question, si tu veux agrandir le personnage, en fait il faut... oui, ce serait possible d'agrandir celui qui est à l'avant-plan dans la scène, à condition que le calque, tu l'aies mis tout au-dessus en fait. Hein. Le calque doit être tout au-dessus. Voilà. Tiens, je vais leur donner aux objets dynamiques la même couleur que le calque, parce que la couleur a disparu du fait qu'on a converti en objet dynamique. Donc voilà, évidemment ça ne fonctionnera pas si pour l'instant ils sont juxtaposés, on est d'accord. Hein. Ils sont l'un à côté de l'autre. Mais c'est tout à fait possible en effet d'agrandir celui-là, oui, pourquoi pas, alors tu peux tester. Tu actives le calque de l'objet dynamique ici et tu demandes une transformation manuelle, CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac. Et tu vas prendre une poignée du coin en enfonçant la touche majuscule et Alt pour bien faire. Voilà. Et voilà, on l'agrandit. Évidemment, il va falloir qu'il se positionne de manière à se recouvrir lui-même entièrement. Sinon, il va falloir faire du travail avec le tampon, c'est pas évident. Voilà. C'est pas si évident que ça. L'agrandir un tout petit peu, ça pourrait peut-être marcher, mais... Alors, si il s'avère que vos PC peuvent le faire, à la deuxième semaine, on va tenter de faire une animation au départ de ça. Comme on voit dans les films documentaires où quand on s'approche d'une scène, une vieille photo, eh bien, les personnages bougent un peu pour donner l'impression que la caméra avance dans la scène. Et donc, ça, ce sera pour la deuxième semaine, en espérant que vos PC peuvent y arriver. Et il faudra passer par la 3D, en fait. On va devoir convertir les calques en 3D, de manière à pouvoir positionner une caméra par rapport au calque. La distance d'une caméra par rapport au calque, ou du calque par rapport à la caméra. Voilà. Et donc, ce sera un peu ce qu'on fera bouger. C'est à ça que tu pensais peut-être. Ben voilà. Donc, pour l'instant, on va simplement faire ce qu'on devait faire ici, c'est tester des filtres. Donc, sur le personnage central, par exemple, on va ajouter un filtre de netteté, menu filtre, renforcement, accentuation. Voilà. Alors, on a le grain qui ressort. Donc, on peut peut-être jouer un peu sur le réglage seuil. Le réglage seuil fait en sorte que le filtre ne s'applique pas sur certains pixels. Si deux pixels qui sont l'un à côté de l'autre ont une différence de luminosité inférieure à 6 niveaux sur 255, la différence maximale de luminosité étant entre 0 et 255, entre le noir et le blanc, ici 6 niveaux, c'est vraiment entre deux pixels qui se ressemblent très fort. Donc je suis en train de déterminer, tiens, le filtre d'accentuation ne s'applique pas si la différence de luminosité entre deux pixels qui sont l'un à côté de l'autre est inférieure à 10 sur une échelle qui va de 0 à 255. Donc, autrement dit, sur les grandes surfaces qui contiennent des pixels colorés assez bien de la même manière,
ça va empêcher que le réglage d'accentuation ne se mette. Par contre, là où il y a des transitions entre deux pixels qui sont l'un à côté de l'autre, des transitions de luminosité assez différentes, on est au-delà dans ce cas-ci, des 10 niveaux de différence de luminosité, par exemple entre cette partie ici de l'oreille et celle-là. C'est clair, hein, clair ici, foncé là, voilà. Donc il n'est pas interdit de toucher un peu à ça, mais le problème c'est que ça génère des artefacts, des petits points. Ça génère des petits points, et ça on voit souvent dans les magazines de mauvaise qualité, sur les photos de couverture, ils ont appliqué le filtre accentuation en réglant le curseur seuil de manière quand même préserver un peu les surfaces unies. Et en fait c'est foireux. C'est pour ça qu'on verra une meilleure méthode que le curseur seuil. On fera de l'accentuation et on va préserver les détails importants grâce à une couche alpha en fait. Voilà. Ok, bon. Mais ceci n'a pas l'air mal. Bon, ce qui se passe aussi, il faut le dire, c'est que parmi les petits points qui apparaissent, il peut s'agir aussi de poussière qui se trouve là, notamment ici. Voilà. Alors, les poussières, il y a un filtre anti-poussière. Il faut savoir comment l'utiliser, mais ça peut être intéressant. Je veux dire, quand je dis qu'il faut savoir comment l'utiliser, de manière à ce que ça évite, en fait. La fenêtre, je me mets fois sur un deuxième, et quand je réouvre l'accentuation, il prend pas compte. Donc, tu dis bien. Alors. Parce que j'ai pris en filtre accentuation directement, je peux le rechercher, en fait. Ben oui. Si tu vas le chercher directement là au-dessus, il s'applique avec les derniers réglages. Mais il apparaissait quand même dans ta palette de calque. Oui. Donc ça c'est pas mal. Tu pouvais le modifier donc. Bien, donc on va tester, je vais faire ça sur le personnage de gauche également. Voilà, donc l'objet dynamique du personnage de gauche. Menu filtre, accentuation, ben voilà justement je fais ça directement, mais il y a une boîte qui apparaît quand même. Hein. Ok, donc voilà. L'accentuation sur le personnage de gauche. Je double-clique sur le mot accentuation, je peux régler. Alors ce qui n'est pas évident avec ce genre de retouches, c'est qu'il faut avoir une cohérence. Il ne faudrait pas que les retouches soient trop différentes, que ce soit au niveau luminosité ou netteté, trop différentes sur une partie par rapport à une autre. Parce que l'œil humain est très fort pour repérer quand il y a quelque chose qui ne va pas dans les images. Surtout quand il s'agit de portraits, en fait. Hein. Donc ça fait partie de notre nature. On arrive à repérer des choses de manière inconsciente. Et garder la cohérence dans les photos, c'est pas si évident que ça. Ok. On a des photos, une photo qui est quand même pas si nette que ça. L'avant-plan n'est pas le point de netteté, en fait, ici. Bien. Ok, donc... ah oui, pour le dernier objet dynamique, le personnage de droite, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas le filtre accentuation et le déplacer dessus en enfonçant la touche Alt? Si j'enfonce pas la touche Alt quand je fais ça, ça transfère le filtre accentuation. Ça ne l'a pas transféré. Alors, ça devrait l'avoir transféré. Si, ça l'a transféré, je crois, voilà. Oui, ça l'a transféré, simplement, c'est fermé. Il faut que j'ouvre, ici. Voilà. Donc le fait de déplacer un filtre dynamique d'un objet dynamique à l'autre, ben, voilà, ça le déplace. On le voit. Hein. Le filtre accentuation, là, sur le personnage de gauche. Si je prends le filtre accentuation, je le mets sur le personnage de droite. Il est maintenant sur le personnage de droite. Il n'est plus sur le personnage de gauche. On est d'accord. On peut donc transférer un filtre comme ça. Mais si j'enfonce la touche Alt pendant que je fais ça, c'est pas un transfert, c'est une copie que je fais. Donc voilà, je viens de déplacer le filtre accentuation du personnage de droite vers le personnage de gauche en enfonçant la touche Alt et j'ai une copie du filtre accentuation. Donc c'est une possibilité aussi si vous voulez mettre rapidement le même filtre accentuation sur différents calques. Ok, donc personnage de droite, je double-clique sur son filtre accentuation et je vais pouvoir modifier son accentuation. Voilà, donc toutes les breloques ici sont super nettes.
les tissus dans la mesure des possibilités, puisque cette image est un peu faiblarde au niveau de la netteté. Ok. Bien, j'étais en train de me dire que le personnage là derrière est fort fadasse, mais en fait c'est un portrait qui est au mur. Donc pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. On le laisse comme ça. Ce serait peut-être même bien de le supprimer. C'est pas un portrait? Non, c'est pas un portrait. Je dis une bêtise, c'est pas un portrait, c'est un vrai personnage. Donc on a un réel problème là. On dirait qu'on a un personnage qui est à l'arrière là et qui nous pose problème. Vous savez quoi? On a deux solutions. On va soit mettre de la carte d'état-major à sa place, parce qu'il est vraiment mal situé, c'est malvenu. Soit on va aller régler spécifiquement pour lui faire un autre réglage pour qu'il soit un peu plus sombre. On a les deux possibilités. J'opterai plutôt pour la première, mais pourquoi pas. C'est marrant, je ne l'avais pas remarqué avant celui-là. Ben oui. Dans l'image originale, oui. Et quand on réaffiche uniquement l'image originale, on voit le chemin qui a été parcouru. Hein. Ah, au fait, petite astuce, pour n'afficher qu'un seul calque d'un coup, touche Alt et je clique sur lui. D'accord? C'est une bascule en fait. Hein. Touche Alt, ça enlève tous les autres. Touche Alt, ça remet les autres qui étaient affichés avant. Mais ils étaient tous affichés avant. Ok, bon. Bien. Et on a son képi qui déborde par là, en fait. Ok. Bien. Ben écoutez, vous en êtes arrivé là, pas de problème? Vous n'avez pas l'impression que ça commence à devenir difficile dans la palette des calques malgré qu'on a mis des couleurs? Si, hein. On va créer des groupes alors. Alors, allons-y. Clic, majuscule clic sur le réglage des courbes. Oh, il n'y a même pas besoin en fait. Vous cliquez simplement sur l'objet dynamique. Vu que le réglage des courbes est attaché, en quelque sorte, il va suivre. Donc vous cliquez simplement sur l'objet dynamique et on va le mettre dans un groupe. Donc c'est un groupe qui va contenir un seul élément. Et pour faire ça, vous allez dans le menu de la palette des calques après avoir fait ça et vous demandez nouveau groupe d'après des calques. C'est là que les stagiaires se plantent en général, ils font un nouveau groupe et ça crée un nouveau groupe vide et il faut déplacer manuellement ceci dedans. Non, si j'ai un calque activé dans la palette des calques, je demande nouveau groupe d'après des calques, ça veut dire qu'il va tenir compte des calques qui sont actuellement activés, du ou des calques, et il va les mettre dans le nouveau groupe. Ok. Groupe du perso central, ok. Et bien voilà, il est dedans. Je fais la même chose pour le perso de gauche. Je clique sur l'objet dynamique et je demande nouveau groupe d'après des calques, groupe du perso de gauche. Voilà. Alors, pour le troisième objet dynamique, je vais tenter le raccourci clavier qui est le petit dossier ici en bas, mais il faut enfoncer la touche majuscule pendant que vous cliquez sur lui, c'est bien ça. Donc le petit dossier, quand vous cliquez simplement sur lui, c'est créer un groupe. Quand vous utilisez la touche majuscule en plus, c'est créer un groupe d'après les calques qui sont sélectionnés. C'est ce qu'on est allé chercher donc dans le menu ici. Bon, vous n'êtes pas obligé de vous en souvenir. Si vous savez utiliser le menu, c'est déjà bien. Et bien voilà, 3 groupes. 3 personnages. Peut-être que vous en avez que 2 des personnages. Hein. Bien. Le groupe ici va être vert. Celui-là va être bleu. Celui-là va être orange. Comme ça, c'est nickel. Et bien voilà comment vous allez vous en sortir dans des compositions complexes, en utilisant les groupes et les colorisations.
Ah oui, on peut créer des groupes dans les groupes. Avec la première version de Photoshop qui a proposé les groupes, c'était pas possible, mais maintenant c'est possible, évidemment. Donc ça, c'est des sous. Eh bien oui, tout à fait. Ok, alors je m'occupe rapidement du personnage là. Donc il est dans l'arrière-plan, j'ai deux solutions. Soit je prends le lasso ici. Le lasso, oui, mais prenez ça, c'est intéressant, ça nous permettra de voir certaines choses. Prenez le lasso libre et vous activez le calque d'arrière-plan, qui contient donc notre personnage là. Nous allons le remplacer rapidement par une carte d'état-major. Vous allez entourer une partie de la carte ici, voilà. C'est pas très réglo du point de vue du respect de l'histoire, hein, mais bon, on n'en est pas là. Ok, si vous pouvez, vous ajoutez avec la touche majuscule, si vous voulez, voilà. Ok. Et je vais demander de faire un nouveau calque par copier pour avoir cette partie-là sur un nouveau calque. Mais avant ça, je voudrais vous parler de quelque chose dont on a parlé tout à l'heure déjà, le Quick Mask. Voilà à quoi le Quick Mask va pouvoir vous servir éventuellement. C'est quelque chose qui transforme temporairement la sélection en pointillé, ça la transforme en une couche alpha. Donc pour comprendre ce qui va se passer, vous devez afficher également la palette des couches. La palette des couches qui contient actuellement chez vous, enfin peut-être pas chez vous, mais en tout cas chez moi, 6 couches alpha, dont les 3 premières ne me servent plus à rien en fait. Hein. Eh bien, dès qu'on enclenche le Quick Mask, une couche alpha temporaire apparaît. Si on désenclenche le Quick Mask, elle disparaît. À quoi ça sert? Eh bien, ça me montre la sélection sous forme de pixels. Et ça va me permettre d'appliquer un filtre destiné aux pixels. Et notamment, je voudrais que le bord de la sélection soit flou. Parce qu'avec une sélection aussi nette que ça, les retouches risquent de se voir. J'assombris juste, voilà. J'ai juste changé, eh bien, mauvais choix. Ok. Voilà. Eh bien. Ok. Donc, le bord de la sélection fait au lasso est super net. Eh bien, je vais aller chercher, en étant en mode Quick Mask, menu filtre flou, flou gaussien. Filtre flou, flou gaussien. Je peux cliquer ici pour le voir dans la boîte ici. Si on clique en dehors de la boîte, on le voit dans la boîte ici. Vous réglez le rayon, la transition que vous voulez. Voilà, 8 par exemple dans mon cas, voilà. Et je reviens dans le mode d'affichage sous forme de défilé de fourmis. Et voilà, c'est une sélection qui a maintenant une transition sur le bord. Elle sélectionne à 100% au centre et puis progressivement elle sélectionne plus du tout à l'extérieur. On est d'accord? Donc c'est le Quick Mask ici en bas à gauche de la palette des outils quand je l'affiche en 2 colonnes, ce que je vous conseille. Voilà. Et j'ai appliqué un flou gaussien. D'accord? Alors, je vous dis tout de suite, oui, avec le lasso, on a l'option contour progressif ici dans les options du lasso. Ça veut dire qu'avant d'utiliser le lasso, on peut déterminer que son bord sera progressif. Donc on obtient la même chose que ce qu'on vient de faire. Sauf que c'est difficile de décider, tiens, qu'est-ce qu'il faut comme distance? 5 pixels, 20, ça dépend beaucoup du nombre de pixels qui composent l'image. Donc je préfère ne pas utiliser cette fonction de contour progressif du lasso, faire la sélection à 0, et puis avec le Quick Mask, visuellement, je vois la transition et je l'ajuste avec le flou. Vous comprenez? Parce que 20 pixels de contour progressif sur une image qui contient très peu de pixels, ça va être énorme. Sur une image très précise, ça va être tout petit. Donc,
difficile de prévoir le résultat visuellement. Ok. Eh bien là, je suis revenu en affichage normal de la sélection. Je vais demander donc, j'ai bien le calque d'arrière-plan qui est activé, je vais demander menu calque, nouveau calque par copier, donc commande J sur le Mac, CTRL J sur le PC. La sélection disparaît, ce qui était sélectionné a été envoyé sur un calque. Le voilà. Et je le déplace. Je l'agrandis s'il faut. Transformation manuelle, voilà. Et donc voilà. Ici, on ne crée pas un calque vide, on crée un calque qui contient une copie de ce qui était sélectionné. Eh oui. Non, c'est menu calque, nouveau, calque par copier. Le raccourci, c'est CTRL J. Donc la partie de l'arrière-plan qui était dans la sélection floue a été envoyée sur un calque. Je l'ai bougé avec l'outil de déplacement, je l'ai transformé avec l'outil de transformation manuelle pour l'agrandir. Voilà. Est-ce que tu as une sélection active sur l'image? Est-ce que ton Quick Mask ne serait pas toujours enclenché par hasard? Tu as bien désenclenché? Et c'est là qu'il faut faire gaffe à ce qu'on fait quand on commence à faire des choses comme ça. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Par exemple, ici, il y a une erreur. Il y a un bout de personnage qui devrait apparaître et qui disparaît suite à ma carte. Donc, il faut faire vraiment attention et il faut montrer son montage à des gens parce qu'il y a des erreurs qui restent et puis après on les repère trop tard. Vous voyez, le problème, c'est que j'ai mis un bout de carte ici, voilà, qui recouvre le décor original. Et quand j'affiche mes trois personnages, je remarque, tiens, il y en avait quand même un qui était un peu entre ces deux-là. Ça, j'avais déjà remarqué tout à l'heure quand j'avais fait la sélection. Donc je vais devoir ici ajouter un masque de fusion sur ce calque-là. Ça devient un peu compliqué. Vous ne le faites pas, vous regardez simplement parce que sinon ça va vous compliquer trop la vie. Regardez simplement. Donc là, ça va faire appel à des fonctionnalités qu'on n'a pas encore vues. Ajouter un masque de fusion sur un calque, ça on avait vu. J'ajoute un masque de fusion qui fait tout apparaître. Et je vais dessiner en noir dedans. Et donc la texture, le morceau de texture là, va ne pas être visible là où je vais dessiner. En noir, on a dit. Noir, 100%. Oui. Voilà, c'est bien ça. Il a fallu le temps que ça se réveille. Voilà. Bon, ok, là c'est un peu plus correct. C'est moins perturbant qu'avoir le visage de l'autre derrière. Ah ben oui, ça faisait un peu bizarre. C'est dommage pour lui, hein, parce que si sa famille le cherche dans la photo maintenant, ça va être foutu. Mais oui. Et oui, on peut faire l'inverse, on peut s'ajouter aussi. Hein, il y en a qui font ça. Hein. Pour le personnage avec sa casquette complètement à gauche, mais je vais le faire aussi. Bon. Voilà, ça c'est une solution, le supprimer complètement. J'aurais pu aussi l'assombrir en lui faisant un calque de réglage. Et là, je vais enlever l'œil en face de la texture. Vous ne faites pas ça parce que je montre ça rapidement. Hein. J'enlève l'œil en face de la texture du morceau que j'ai ajouté là. Je travaille sur le calque d'arrière-plan. Je fais une sélection au lasso qui va entourer ce personnage-là.
Cette sélection à la sauce, je peux par le Quick Mask la rendre floue. De manière à ce que la correction se voit moins, la correction couleur que je vais faire se voit moins. Voilà, donc j'ai rendu flou, j'ai un contour progressif, intégration de la retouche au reste de la photo. Je reviens en affichage de la sélection par pointillé et je vais créer un calque de réglage qui va modifier l'intensité lumineuse. Donc menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe, OK. Et voilà, je vais pouvoir régler son intensité lumineuse, voilà. De manière à ce qu'il ait l'air un peu mieux intégré à la photo. Donc les deux solutions sont possibles, voilà. Ça, c'est le genre de choses qu'on fait tout le temps, hein, dans les retouches de photos pour les magazines. Ce genre de correction, de trucage. Nous allons aussi utiliser à un certain moment le tampon. Ici, on aurait pu utiliser le tampon aussi, éventuellement, oui. Ok, donc les deux solutions sont là. Le personnage avec assombri par son calque de réglage, ou masqué complètement par sa texture dupliquée. Et là, on s'éloigne de la vérité historique, on est d'accord. Mais si on recherche le côté esthétisant sur la photo, pourquoi pas. Bon, je vous propose de laisser un peu de côté cette photo pour l'instant parce qu'on commence à l'avoir un peu trop vue et on y reviendra. Je vais maintenant parler de plusieurs choses. Ces fameuses courbes en zigzag, la solarisation, on va voir que ça peut être intéressant et c'est un genre qui a eu du succès à un certain moment au XXe siècle. Ensuite, on va voir comment créer une belle image noir et blanc au départ d'une image couleur. Parfois, vous avez photographié des paysages, des choses en couleur et la photo est banale. Eh bien, on peut obtenir au départ de cette photo pas géniale en couleur, on peut obtenir des choses très bien en noir et blanc. Et vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça. Voilà, avant de vous montrer ça, je vais quand même reparler un peu de du petit souci que j'ai eu ici à un certain moment. Ok. Et je vous ai dit, attention, les erreurs passent, on ne les voit pas, il faut faire attention. Bien. Eh bien, sur Google, vous allez trouver plein d'exemples de publications qui sont sorties. Vous avez certainement déjà vu ça. Ça ne va pas être une découverte pour vous. Si vous tapez, par exemple, dans Google Photoshop Disaster, voilà, vous allez trouver plein de photos dans lesquelles les personnages ont trois mains ou des choses bizarres qui leur arrivent, et ce sont des oublis Photoshop en fait. Hein. Des oublis suite à des retouches dans Photoshop. Vous connaissiez ça? Les erreurs Photoshop. Ouais.
30 exemples des désastres commerciaux avec Photoshop. Eh ben. Parfois, ce sont des montages qui ont été faits rapidement dans la mise en page en attendant que le vrai montage arrive. Et le vrai montage n'est jamais arrivé. Donc, typiquement, à mon avis, ce genre de choses, c'est ça. Voilà. 3 mains, c'est ce dont on parlait. Ils sont bien plantés en tout cas. Mais les fonds verts et fonds bleus, on n'utilise pas trop dans Photoshop. Eh oui. Ah oui, c'est pas mal aussi ça. Un bras tout seul. C'est la maison de l'horreur. Lui derrière. Ouais. Changer de place, symétriser, pour qu'il soit à l'avant-plan, visiblement. Dans le magazine égyptien, sans doute. Ça doit être ça. Voilà, c'est... Il ne faut pas qu'il soit à la traîne, visuellement, ça va pas. Enfin voilà, c'était pas vraiment un désastre, le Moubarak là, je veux dire, la photo, mais il y a des exemples où ça va mal. Hein. Oui. Oh, il y en a plein. Je vous laisse chercher, mais en général, si vous tapez Photoshop Disaster, vous allez les trouver. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est pas que c'est rigolo, mais c'est que ça peut arriver à tout le monde. On travaille sur une photo et à force de travailler dessus, on ne voit pas les erreurs. Et voilà, on ne voit plus les erreurs. Donc, mettez-la en repos, regardez-la le lendemain, montrez-la à d'autres personnes.